Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur un nouveau chapitre de ma chaîne YouTube consacrée à l'eau hydrogénée, l'eau alcaline ionisée. Je vais modestement aujourd'hui, vous voyez, essayer de vous donner une théorie sur laquelle je réfléchis depuis longtemps. Pour simplement comprendre pourquoi aujourd'hui, certaines ont des particularités. Vous savez, on dit souvent que toutes les eaux ne se valent pas et c'est une réalité pour ceux qui consomment notamment de l'eau alcaline ionisée. Vous êtes finalement rendu compte qu'il y a une véritable différence entre boire une eau du robinet ou une eau en bouteille et boire ce type d'eau. Comment aujourd'hui, qu'est-ce qu'on comprend de cette eau alcaline ionisée? Notamment, on va parler surtout de l'hydrogène parce que c'est véritablement, je crois, peut-être l'élément majeur d'aujourd'hui de l'eau alcaline ionisée. Alors je vous le rappelle, cette chaîne YouTube ne fait aucune allégation médicale. Je ne suis pas médecin. Et l'eau alcaline ionisée ne se substitue à aucun traitement médical quel qu'il soit. Si vous êtes malade, c'est un professionnel de santé qu'il faut rencontrer, qui lui seul pourra poser un diagnostic sur vos symptômes et proposer des solutions. Je vous rappelle simplement, de manière très pragmatique, que 99,99% de vos cellules, de mes cellules, sont composées d'eau. Et à ce titre, vous devez être extrêmement vigilant dans la quantité d'eau que vous allez boire tout le jour pour simplement avoir ce renouvellement cellulaire nécessaire pour justement permettre une bonne hydratation et un bon équilibre de votre métabolisme. Je produis 2 capsules par semaine, une le mercredi, une le dimanche. Et vous pouvez via la page d'accueil qui apparaît ici sur l'écran de ma chaîne YouTube prendre un rendez-vous pour simplement vous entretenir aujourd'hui sur le sujet de l'eau alcaline ionisée ou me poser d'autres questions sur des thématiques que je n'aurais pas évoquées ici sur cette chaîne. Et je vous propose en deuxième lieu de découvrir également une deuxième thématique de santé préventive majeure que j'aborde maintenant depuis à peu près 8 mois, qui est notre exposition aux ondes électromagnétiques haute fréquence, qui est un véritable enjeu majeur de santé. Parce que sachez qu'aujourd'hui, malheureusement, ces ondes très présentes dans nos maisons affectent la santé de vos adolescents, de vos enfants, de vos jeunes enfants. Et vous devez absolument aujourd'hui prendre le temps de réfléchir à comment vous protéger. Et à ce titre, je vous propose de découvrir via une conférence d'une quarantaine de minutes une solution brevetée pour pouvoir lutter contre ce brouillard, contre ce bruit électromagnétique extrêmement important dans vos maisons. Alors j'ai évoqué il y a un petit moment de cela dans mes premières capsules la notion d'eau miraculeuse. Alors on va être évidemment très prudent. Tout ce que je vais vous dire ici ne sont que des hypothèses, des théories. Vous savez, aujourd'hui en matière d'eau, je ne crois que personne ne détient la vérité. Moi-même, je ne détiens aucune vérité. La seule vérité que je puisse détenir, c'est celle que j'expérimente tous les jours et qui me fait penser qu'à un moment donné, effectivement, on peut faire des corrélations. Mais on va quand même explorer parce qu'aujourd'hui, le sujet, ça fait quand même plus de 20 ans qu'il est aujourd'hui audité, qu'on commence à faire des études extrêmement sérieuses, notamment sur la présence d'hydrogène. Les Japonais, les Russes également, je pense, on commence à étudier le potentiel des eaux dites sacrées. Vous savez, les eaux comme les eaux de Lourdes, des eaux qu'on trouve en Inde. Je pense également à Nordena en Allemagne. Je pense également à Tchakoté au Mexique. Qu'est-ce qu'ont fait ces scientifiques? Et ça a commencé notamment avec le professeur Shirata dans les années 2000 de l'université de Kyushu au Japon qui a commencé à se rendre sur ces endroits et à faire des prélèvements d'eau. Les premiers travaux ont quand même démontré qu'effectivement, il y avait 2 paramètres qui avaient été démontrés de manière évidente, notamment celle du pH, puisqu'on avait découvert qu'un grand nombre de ces endroits, l'eau avait un pH plutôt alcalin, même si ce n'était pas une généralité pour toute la majeure partie de ces eaux, mais également la présence d'hydrogène, puisqu'on était capacité de le mesurer, ça se mesure en particules par million. Alors les travaux réalisés par le docteur Shirata démontrent, lorsqu'il mesure donc, dans les années 2000 donc, les niveaux d'hydrogène, qu'on a entre 0,08 ppm par million d'hydrogène, ce qui représente un potentiel de 2 à 300 fois plus élevé, vous voyez, que l'eau du robinet. Donc ce qui expliquerait potentiellement peut-être pourquoi effectivement ces eaux auraient des propriétés tout à fait particulières et pourquoi aujourd'hui on pense que notamment ces effets antioxydants sont obtenus grâce à la présence de cet hydrogène. Alors en deuxième lieu, ce qui a été également étudié, c'est comment finalement l'origine, comment cet hydrogène se retrouve dans ces eaux. Alors il y a plusieurs hypothèses. Les premières sont des réactions chimiques. L'eau en contact avec des métaux alcalino-ferreux, comme le magnésium par exemple, dans certaines formations géologiques, peut produire l'hydrogène par hydrolyse. La deuxième, c'est également des activités biologiques. On sait qu'aujourd'hui, des bactéries présentes dans l'eau ou même des algues peuvent simplement enrichir l'eau en hydrogène. Donc on sait aujourd'hui que techniquement, la nature est capable, vous voyez, est en capacité, via l'interaction entre des minéraux ou même des organismes vivants, de pouvoir justement modifier ou générer notamment cette présence d'hydrogène dans l'eau. Et vous voyez, pour citer toujours les études de Shirata, même l'eau donc à Lourdes en France, on a découvert qu'il y avait effectivement une quantité minimale également d'hydrogène dissous, puisqu'on parle de niveaux qui seraient à 0,08 ppm, donc partie par million, ce
qui est vraiment très inférieur à ce qu'on est capable de produire, notamment dans des générateurs ou des ioniseurs d'eau, puisque aujourd'hui on considère que l'eau hydrogénée elle est entre 0,5 à 1,6 ppm, donc vous voyez c'est vraiment à des niveaux très faibles, mais en tout cas, néanmoins, on peut quand même corréler que la présence d'hydrogène expliquerait peut-être le caractère particulier de ces eaux. L'hydrogène est un gaz, donc à ce titre il est volatile et pour cette raison qu'aujourd'hui effectivement les mesures qui nous sont données ne sont pas forcément exactes à 100%, le caractère volatile notamment dans l'eau ne permet pas d'avoir une mesure véritablement exacte, donc ça aussi, ça trouble un petit peu finalement l'analyse complète du rôle de l'hydrogène et de son caractère antioxydant et je crois qu'il était également très important de préciser cette mesure de l'hydrogène moléculaire. Autre élément qu'il faut absolument donner pour être tout à fait complet, c'est que par exemple à Lourdes, on a également bien sûr mesuré le potentiel d'oxydoréduction, savoir si effectivement cette eau avait son caractère antioxydant via une mesure qui, je vous le rappelle, se mesure en millivolts. Et là, vous voyez, sur la source de Massabielle, puisque c'est comme ça que s'appelle la source à Lourdes, on a découvert un potentiel d'oxydoréduction, vous voyez, qui était de moins 50 à moins 100 millivolts. Donc, encore une fois, on a bien la preuve qu'ici, il y a un pouvoir antioxydant de ces eaux. Et là où c'est le plus intéressant, c'est à Nordenau en Allemagne, où là, on a des mesures qui vont jusqu'à moins 150 millivolts. On est en capacité aujourd'hui d'avoir certains éléments techniques qui nous démontrent que potentiellement, effectivement, ces mesures nous démontrent quand même la présence de cet hydrogène et que potentiellement, cela pourrait être une partie de l'explication pour lesquelles, encore une fois, ces eaux ont ce caractère antioxydant, mais surtout pourquoi ces lieux sont devenus des endroits pour les gens comme étant effectivement un caractère spirituel, religieux, voire même sacré. Et je vais vous citer en dernier lieu une dernière information que j'ai vue très récemment. Je vous mettrai ici en incrustation la vidéo de cette eau, qui est donc l'eau de Kerdanath dans le nord de l'Inde. Alors ce qui est intéressant avec le temple de Kerdanath, c'est que sachez qu'il s'agit d'un lieu de pèlerinage. Donc on est toujours, vous voyez, autour de ces lieux sacrés pour notamment les Indiens, bien évidemment. Et là encore, ce qu'on découvre, de la même manière, c'est qu'on a des eaux qui ont des faibles concentrations d'hydrogène moléculaire. On parle de 0,08 ppm. Et pour information, sachez qu'il y a également en Inde une autre source miraculeuse, dite miraculeuse, qui est la source de Nadana, qui est un village au nord de l'Inde, souvent cité d'ailleurs comme un des hauts lieux des eaux dites miraculeuses et un lieu évidemment de pèlerinage pour toute la culture hindouiste. Mais surtout, ce qui est évoqué dans cette étude et que je trouve très intéressant, c'est que là, vous voyez, on documente que par exemple pour Kerdanath, c'est notamment une source qui est alimentée par la fonte des glaciers, puisque 6 km en amont au-dessus, on a un lac qui est alimenté par un glacier. Donc, vous voyez, ceci expliquerait peut-être partiellement pourquoi, encore une fois, à Kerdanath, vous l'avez vu cette vidéo, on a, vous voyez, lorsqu'on tire cette eau, on a cet hydrogène qui apparaît blanc et qui au bout de quelques instants, au bout de quelques secondes va disparaître parce que, vous le savez, l'hydrogène est bien évidemment un élément volatile. La nature est en capacité de créer ces eaux particulières et à ce titre, on comprend peut-être pourquoi aujourd'hui notre eau alcaline ionisée, hydrogénée, serait un artefact de cette nature et pourquoi à ce titre, elle aurait également ces propriétés d'être une eau assez différente de ce qu'on peut boire classiquement, que ce soit bien sûr l'eau en bouteille ou l'eau du robinet. Et en dernier lieu, je vous parlerai, et ça fait également partie d'une capsule que j'ai fait il y a quelques semaines, il y a quelques mois, sur une source qui s'appelle la source Ita, au Japon, à Kyushu exactement, donc l'île la plus au sud, où là encore une fois, un industriel, alors là on va peut-être parler plutôt de raisons commerciales, embouteille de l'eau en hydrogène et où là effectivement il a été démontré que cette source effectivement est riche en hydrogène moléculaire. L'eau hydrogénée existe avec cette force, cette vitalité, ces électrons, cette vigueur, cette charge électrique qui est très importante. L'eau alcaline ionisée, donc fortement riche en hydrogène moléculaire, serait véritablement cet artefact que nous avons créé pour justement pouvoir retrouver les capacités de l'eau avec une bonne hydratation et ce pouvoir antioxydant. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cet exposé assez bref, assez partiel évidemment niveau information et je vais d'ailleurs faire une prochaine capsule pour aborder d'autres sujets concernant notamment comment l'eau hydrogénée pourrait se créer sur la planète. Mais en tout cas, alors je vous le rappelle, l'eau alcaline ionisée, c'est 3 propriétés. La première est alcaline. Le potentiel alcalin va permettre de corriger l'acidité de votre terrain, de tamponner cette acidité tel un buvard, mais également de renforcer le niveau de vos tampons alcalins. La deuxième, c'est une eau antioxydante, anti-rouille grâce à la présence d'hydrogène moléculaire dissous, qui est un piégeur sélectif de radicaux libres, responsable du vieillissement cellulaire, du vieillissement de votre ADN également, mais également de votre vieillissement cutané. La troisième, c'est une eau hexagonale, microstructurée, qui permet à la fois une meilleure hydratation sur le plan des
des nutriments, sur l'assimilation des nutriments et des minéraux, mais également une meilleure chélation, un meilleur nettoyage de vos déchets métaboliques. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.